Bonjour et bienvenue dans cette conférence virtuelle Gaïa Research. Je suis Élie Herrière-Dubreuil, le président de Kivalio. Nous sommes un groupe indépendant au service de la finance durable. Concrètement, nos activités sont diverses. Depuis la notation et la recherche crédit, nous sommes d'ailleurs la seule agence de notation française agréée par l'Autorité européenne des marchés financiers, jusqu'au service aux investisseurs socialement responsables comme Gaïa Research, en passant par les activités de conseil, de recherche et de notation extra-financière d'Etifinance, ainsi que l'engagement et le dialogue actionnarial. Nous mettons en place 2 innovations. Nous regrettons bien sûr de ne pouvoir vous retrouver au Palais Brongniart pour la traditionnelle soirée Gaïa, les conditions sanitaires nous ayant contraints à basculer sur un format virtuel. Je vous remercie d'ailleurs de prendre le temps de participer à cette conférence en cette fin d'année 2020 perturbée et j'espère bien vous retrouver en présentiel l'année prochaine. C'est néanmoins l'opportunité de changer de nom. Gaïa Rating devient donc Gaïa Research, comme vous pouvez le voir sur nos nouveaux logos. Nous souhaitons ainsi souligner, en particulier, l'essor récent de nos activités de recherche, comme l'étude du niveau de gravité des controverses, ou encore l'analyse de la contribution positive de l'activité des entreprises aux objectifs de développement durable. Vous êtes probablement nombreux dans cette audience à être familiers avec Gaïa, mais permettez-moi de vous en rappeler brièvement les 2 principales caractéristiques. En termes de couverture, nous atteignons presque 1000 valeurs cotées sur les marchés européens, focalisées sur les petites et moyennes capitalisations. C'est notre première caractéristique. L'équipe Gaïa peut évidemment également aller au-delà en proposant des couvertures personnalisées selon les besoins de nos clients. Notre deuxième caractéristique, c'est le processus de dialogue. Chaque année, l'équipe Gaïa Research va directement chercher l'information au niveau des entreprises européennes afin d'obtenir des informations qualitatives ainsi que quantitatives pour des sociétés qui ne sont pas toutes habituées à l'exercice de communication publique. Le but est de faire transparaître, grâce aux évaluations ESG, l'image la plus fidèle, la plus réelle de la prise en compte de l'ESG dans ces entreprises. Pour ce faire, l'équipe contacte systématiquement toutes les entreprises évaluées et instaure un dialogue durable avec elles. J'en profite ici pour remercier chaleureusement les équipes des émetteurs qui consacrent beaucoup de temps et d'efforts à ce dialogue de qualité constructif avec nos analystes. Je tiens également à remercier les intervenants qui vont me succéder dans cette conférence que nous avons souhaitée plus courte que d'habitude en raison du format virtuel. Nous commencerons par une intervention de Patrick de Cambourg, le président de l'Autorité des normes comptables, qui nous fait l'honneur de nous offrir la session inaugurale. Nous aurons ensuite le point de vue de l'investisseur avec Émilie Da Silva, gérante chez Eiffel Investment Group, puis nous nous tournerons du côté des émetteurs avec Joël Fabre-Hofmeister, secrétaire général du groupe Chargeur. Parmi ses multiples responsabilités, Joël pilote la politique de valeur et de développement durable du groupe Chargeur. Enfin, Bastien Guerrier, consultant en investissement socialement responsable, et Ninon Décor, responsable des relations émetteurs, vous présenteront les résultats de la campagne Gaïa 2020. Merci pour votre attention et bonne conférence. Le corporate reporting est aujourd'hui marqué par 4 évolutions majeures. La première évolution, c'est une tendance de fond, c'est l'idée fondamentale que le corporate reporting doit marcher sur 2 jambes. Une jambe financière, bien connue, mais une jambe non financière qui en est le complément naturel. Cette tendance s'affirme, je dirais même qu'elle devient quasiment incontournable. La deuxième évolution, c'est que l'Europe est en position très avancée sur le sujet. Il y a une véritable dynamique européenne. De nouvelles réglementations, parfois insuffisamment coordonnées,
mais aussi la volonté de modifier la directive sur l'information non financière très rapidement, premier trimestre 2021. L'idée fondamentale que l'on peut aller vers une normalisation et que l'on doit aller vers une normalisation et la volonté affirmée de garder sa culture de l'entreprise et en même temps de conserver les liens bien sûr et de développer les liens avec tout ce qui se passe au niveau global. Troisième évolution, un contexte international en très grande mutation, de nombreux acteurs, de très nombreux acteurs, de nouveaux acteurs quasiment tous les jours, donc une prolifération, des tentatives de consolidation en cours, mais qui mettront du temps à porter leurs fruits et qui pourraient trouver des difficultés à faire des compromis internationaux véritables, et incontestablement la recherche de la part de ces acteurs généralement privés, la recherche d'un appui public, d'une légitimité publique. Enfin, quatrième évolution, une véritable dynamique au niveau des entreprises qui ont largement compris qu'il fallait s'inscrire dans ce mouvement, pas toutes, mais beaucoup, et qui ont un impérieux besoin d'anticiper. Dans les travaux que je conduis à l'EFRAG en présidant la task force sur une normalisation possible au niveau européen, nous confirmons aujourd'hui ce diagnostic, c'est-à-dire une très grande dynamique européenne et aussi un besoin fondamental de normalisation pour sortir du foisonnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui conduit les entreprises à être un tout petit peu à la recherche de références. Il faut absolument stabiliser les références. Dans l'étude que nous avons conduite à l'EFRAG, nous avons recensé plus de 100 initiatives, et recensé également près de 5000 indicateurs possibles, souvent d'ailleurs en concurrence. Donc il faut clarifier tout ça. Et la seule manière de le faire, c'est de donner une légitimité publique à cette démarche financière en sortant de l'étape 1, qui était la première directive, en rentrant dans l'étape 2, qui crée des standards. Le commissaire Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission, a clairement dit fin janvier 2020 qu'il fallait 3 choses. Il faut d'une part un niveau législatif de bonne qualité, donc il a annoncé la révision de la directive qui est en cours. Deuxièmement, il a dit ça ne suffit pas, il faut un dispositif clair de standards d'information non financière, c'est le niveau, ce qu'on appelle le niveau 2 en termes européens. Et troisièmement, il faut donc un normalisateur qui regroupe qui effectue ces travaux et qui regroupe toutes les parties prenantes. D'où les 2 mandats qui ont été donnés à l'EFRAG. Le premier à l'EFRAG dans son ensemble pour constituer la task force que je préside, qui est dédiée à un travail préparatoire à la normalisation et qui a pour objectif d'aboutir à fin janvier. Et deuxièmement, un mandat personnel au président de l'EFRAG pour qu'il réfléchisse à la gouvernance d'un normalisateur qui pourrait être l'EFRAG. Évidemment, se pose la question de savoir à quelle population d'entreprise il faut s'adresser. Bien entendu, il faut une réponse proportionnée. Les entreprises cotées seront incontestablement, elles sont déjà partie prenante à la mise en œuvre de toutes les réglementations et elles vont souvent au-delà de leur propre chef. Mais il faut penser à une réponse proportionnée pour les mid-cap
Et il faut aussi considérer que toutes les transitions auxquelles l'économie va être confrontée ne peuvent se faire que dans une démarche qui couvre l'économie dans son ensemble. Donc la question qui a été posée et à laquelle nous essayons d'apporter une réponse par la Commission, c'est celle de savoir jusqu'où peut aller l'information que l'on demande des petites et moyennes entreprises afin qu'elles participent, qu'elles anticipent et qu'elles participent au mouvement de transition. Chez Eiffel Investment Group, nous sommes spécialisés dans le financement des entreprises, en dette et en fonds propres. Nous souhaitons agir en investisseurs responsables. Et pour ce faire, nous souhaitons notamment accompagner les entreprises dans lesquelles nous investissons pour les aider à améliorer leurs pratiques en matière de RSE. Nous les invitons également, nous les encourageons à rendre compte publiquement de leur politique ESG. Pour ce faire, notre principal outil, c'est l'engagement actionnarial et le dialogue. On les place au cœur de notre stratégie ESG. On pense cette méthode est particulièrement adaptée aux petites et aux moyennes valeurs. Très concrètement, la première étape est d'expliquer cette démarche aux entreprises que nous allons accompagner. Leur expliquer que nous sommes dans une vision de progrès, qu'on se fixe des objectifs sur le long terme et que l'idée est de construire un dialogue qui est constructif. Ensuite, très concrètement, nous aidons les sociétés, notamment celles dont la démarche ESG est naissante. Nous les aidons à identifier leurs risques extra-financiers, également leurs opportunités extra-financières. À travers des entretiens ESG, on encourage les sociétés à l'amélioration de ces pratiques. L'idée, au cours de ces entretiens, c'est de se focaliser sur des thématiques ESG qui sont matérielles pour ces sociétés, c'est-à-dire très pragmatiques, très adaptées à leur métier, à leur taille. Au travers de ces entretiens, on peut ainsi identifier des axes d'amélioration que nous pourrons suivre dans le temps. Enfin, nous votons en Assemblée générale, ce qui nous permet d'agir en actionnaire responsable. Ce qu'il est important de noter, c'est que dans le retour des émetteurs sur cette approche, les entreprises sont vraiment sensibles à la vision long terme, à la mise en place d'un dialogue constructif, et c'est ainsi qu'elles se voient progresser dans le temps pour améliorer leurs pratiques. Bonjour, Joëlle Fabrock-Mester, secrétaire générale du groupe Chargeur et en charge de la démarche RSE du groupe. Alors le groupe Chargeur, c'est un groupe très diversifié, implanté dans 90 pays et qui aura bientôt 150 ans d'existence. Et c'est un groupe au sein duquel la démarche RSE est une réalité concrète que nous avons essayé de rendre la plus lisible possible ces dernières années en définissant notamment des objectifs avec nos entités et nos principales activités. Donc ces objectifs, au nombre de 4, traduisent véritablement les engagements que nous avons pris en la matière. Donc il y a d'abord l'objectif de réduction de l'empreinte carbone, également un objectif de diminution des consommations d'eau qui entrent dans la composition de nos produits, un objectif zéro accident pour la sécurité sur nos sites et un objectif de faire grandir la part des produits durables dans notre chiffre d'affaires. Ces dernières années, donc, nous avons beaucoup innové et ces objectifs guident les choix opérationnels et stratégiques que nous faisons. Et en 2020, dans un contexte très perturbé que nous avons tous connu, eh bien, Chargeur a décidé de faire pivoter ses activités en produisant des masques. Ces masques, ils nous ont servi très tôt dans la crise à protéger nos salariés et donc à remplir cet objectif de sécurité, mais aussi à protéger l'emploi autour de nos sites, à protéger les savoir-faire de nos salariés et à mobiliser ensemble les équipes pour justement être le plus au rendez-vous possible de ces engagements que nous prenons. En Picardie, chez Lainière de Picardie, là où nous avons notre usine d'entoilage, nous avons produit des masques qui sont aujourd'hui des masques qui sont vendus sur le site de Lainière Santé et qui ont beaucoup contribué à protéger les populations en France notamment au cours de cette crise.
Alors, je voudrais vous montrer un de ces masques, un masque qui s'appelle aujourd'hui le masque Planète et qui est fabriqué à partir de produits entièrement recyclés et recyclables. C'est un produit qui est une synthèse et un concentré d'innovation de ce que nous savons faire au sein du groupe avec la combinaison d'une gamme Sustainable 50 responsable, d'une traçabilité qui est un procédé blockchain que nous avons développé au sein du groupe et en mobilisant l'ensemble de nos équipes autour de ces objectifs. Nous avons aussi produit un masque qui nous a aidés à accompagner la démarche sécurité au sein du groupe, au sein donc de toutes les équipes. Bonjour à tous. Comme nous avons pu le voir au travers des diverses interventions précédentes, l'ESG en 2020 n'a cessé d'évoluer, de se structurer également. Nous voyons que les attentes de l'ensemble des parties prenantes du monde de l'investissement socialement responsable se durcissent. L'année 2020 a évidemment été également marquée par la crise du coronavirus, et c'est dans ce contexte si particulier qu'a eu lieu la campagne de Gaia Research 2020. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous en présenter à présent les résultats généraux, quelques points plus spécifiques et enfin le sujet que vous attendez tous, les gagnants de notre campagne Gaia Research 2020. Avant de commenter les niveaux de performance ESG de notre panel, quelques mots sur la disponibilité de l'information. En effet, nous, analystes extra-financiers, nous ne pouvons évaluer des informations dont on ne dispose pas. Une problématique particulièrement importante dans le cas des PME ETI. Pour cette raison, nous ne contentons pas de collecter l'information publique. Notre processus d'évaluation intègre un dialogue actif avec l'ensemble des entreprises que nous évaluons afin de capter des informations non publiées et de renforcer la dimension qualitative de notre recherche ESG. Or, la crise sanitaire a fait que certaines publications des entreprises ont été décalées. L'organisation interne aux sociétés a elle aussi été très mouvementée durant cette année. Malgré ce contexte très difficile, le dialogue et le taux de réponse n'ont pas été impactés cette année, comme on aurait pu le craindre, grâce à notamment la relation de confiance que nous entretenons avec les entreprises que nous évaluons. Et nous les remercions pour cela. Celles-ci ont poursuivi le dialogue avec nous et près de 2/3 des entreprises ont participé à notre campagne. Le taux de disponibilité de l'information pour notre campagne 2020 reste lui aussi stable, voire en légère augmentation, comparée à celle de 2019. Cette année, elle atteignit 88,30%. Passons à présent à la note générale qu'a obtenue notre panel qui reflète le niveau de performance ESG des entreprises. La note générale est la moyenne de notre panel 230 composé de 230 ETI et PME cotés sur les marchés financiers français et répondant à des critères de taille et de liquidité. Ils représentent notre savoir-faire. Nous pouvons voir que la maturité RSE des entreprises a augmenté cette année encore. Et ce, alors même que nous avons contribué à durcir notre référentiel d'évaluation. En effet, dans un contexte où les investisseurs sont de plus en plus exigeants en matière d'ESG, nous avons notamment approfondi des sujets environnementaux et notamment en lien avec la biodiversité, notamment au sujet des relations fournisseurs ou encore sur la responsabilité fiscale. Or, nous constatons que l'augmentation de la performance des entreprises est supérieure à ce durcissement. Tant à ISO qu'à aniso-référentiel, la note générale augmente. En effet, la moyenne du panel 230 obtient 57 sur 100 et une augmentation de plus de 2 points comparée à notre campagne d'évaluation précédente. Il apparaît que l'augmentation est surtout menée par une augmentation de la performance en environnement. Dans ce contexte, la distribution des scores se décale légèrement vers la droite, reflétant la progression globale de notre panel. La distribution des scores ESG obtenus lors de notre campagne Gaia 2020 reste très satisfaisante, comme vous pouvez le voir, permettant de distinguer les entreprises à risque et les entreprises matures en termes de RSE.
Cela démontre la qualité et la pertinence de la recherche de Gaïa pour évaluer des niveaux de performance ESG des PME, ETI et pour permettre à nos clients investisseurs, les stock pickers notamment, de prendre leurs décisions de gestion. Nous avons pu le voir, la campagne Gaïa Research 2020 présente donc des résultats stables, voire en progression, et ce malgré le contexte inédit. Il convient de noter que cette campagne portait sur l'exercice 2019, donc pré-crise, et il semble encore trop tôt pour tirer le bilan de l'impact sur les pratiques et le reporting RSE des entreprises. Néanmoins, les résultats 2020 donnent déjà des insights intéressants sur le degré de préparation des PME ETI à un tel choc. Un indicateur figurant dans notre référentiel traite l'existence d'un plan de continuité de l'activité, un PCA. Un PCA représente l'ensemble des mesures visant à assurer le maintien des tâches opérationnelles essentielles à l'entreprise, puis à la reprise normale des activités en cas de perturbations liées à des événements extérieurs comme des catastrophes naturelles, des incendies, des catastrophes d'origine humaine ou encore des pandémies. Cet indicateur représente donc un signal intéressant quant à la résilience d'une entreprise et à sa capacité à assurer la continuité de son activité. Il ressort que près de la moitié, soit 48% de notre panel, n'ont pas de PCA. Parmi les entreprises en ayant défini, seuls 13% ont une démarche complète, c'est-à-dire que l'entreprise inclut une politique de gestion de risque dans son PCA. Enfin, 39% des entreprises se sont intéressées uniquement aux actions qui permettent de résister au choc, au maintien des activités essentielles, puis à la reprise normale de l'activité. Malgré ce niveau mitigé, il est important de noter que bon nombre des entreprises qui ne possédaient pas de PCA en 2019 et au vu de la pandémie du coronavirus, nous ont mentionné mener des travaux pour l'élaboration de ces derniers en 2020. La campagne 2020 de Gaïa Research nous a ainsi permis de capter de premiers signaux quant à la réaction des entreprises face à la crise, par exemple avec le sujet des dividendes. Nous voyons très clairement que près de 20% des sociétés ont annulé le versement de leurs dividendes. De plus, le montant versé a chuté de près de 0,4 €. Ainsi, de nombreuses entreprises ont réduit leurs dividendes tandis que d'autres ont annulé le versement. Il apparaît donc que les dividendes ont été un sujet d'interrogation pour les entreprises, notamment pour des raisons financières, symboliques ou encore à la demande des autorités publiques pour l'obtention d'aide. Tout ceci étant dit, l'année 2020 n'a heureusement pas été uniquement marquée par la crise du coronavirus. L'ESG continuant son essor chez les acteurs de la finance et chez les entreprises elles-mêmes, a vu l'émergence et le renforcement de certains enjeux ESG par lesquels la biodiversité, dont mon collègue Bastien va vous parler. C'est vrai que si elle était jusque-là considérée comme le parent pauvre de l'environnement, la biodiversité fait aujourd'hui partie des enjeux majeurs et incontournables de la finance durable. Nous identifions plusieurs vecteurs d'évolution. La réglementation, avec l'article 173, récemment complété par de nouvelles dispositions qui prévoient désormais d'intégrer la biodiversité, ou en tout cas les risques liés à la biodiversité dans le reporting extra-financier. La mobilisation de grands acteurs de la finance, qui ont cette année signé un engagement en faveur de la préservation de la biodiversité. Et une prise de conscience globale sur les liens entre la biodiversité et les changements climatiques, et notamment sur le fait que la biodiversité est bien un levier d'impact, tant positif que négatif, sur les changements climatiques. Pourtant, cela reste un sujet difficile à traiter, avec historiquement une très faible saisie de l'enjeu biodiversité par les entreprises. Nous les avons cette année interrogés sur la réalisation d'un diagnostic biodiversité, qui est selon nous la première étape dans la définition et le déploiement d'une stratégie biodiversité. Sur cet aspect, le premier point que nous observons est que si la majorité aborde bien le sujet, les PME ETI sont encore peu nombreuses à intégrer concrètement la biodiversité dans leur démarche environnementale. Elles sont en effet 78% à ne pas avoir initié ce type de démarche. Néanmoins, elles étaient 18% à avoir fait une étude d'impact, c'est-à-dire avoir évalué l'impact de leurs activités sur la biodiversité. Elles étaient par ailleurs 1% à avoir réalisé un diagnostic dépendance, c'est-à-dire avoir évalué non plus l'impact mais la dépendance de leurs activités à l'égard de la biodiversité. Enfin, elles étaient 3% à avoir fait les deux, c'est-à-dire avoir réalisé un diagnostic complet. Ces résultats montrent bien qu'il y a une appropriation naissante mais croissante
de la thématique biodiversité. Un point qu'il est important de souligner est le fait que ce sont en majorité des ETI qui ont initié ce type de diagnostic. C'est un constat plutôt intuitif, puisque c'est une démarche complexe et relativement coûteuse à mettre en place, illustrant donc le chemin restant à parcourir pour l'intégration de la biodiversité pour une majorité de PME et ETI. Cela ne signifie pas pour autant que la biodiversité n'est que l'apanage des grandes entreprises, ni même que les PME n'ont aucun levier d'action en la matière. En effet, nous avons également interrogé les entreprises sur les actions concrètes, sur les initiatives qu'elles ont pu déployer afin de favoriser ou préserver la biodiversité. Là, nous constatons qu'elles sont 27% à avoir mis en place des initiatives au sein de leurs infrastructures, c'est-à-dire dans les installations qu'elles gèrent ou qu'elles exploitent directement. Et parmi ces 27%, on retrouve des profils d'entreprises très variés, c'est-à-dire de différentes tailles et de différents secteurs. Nous avons par ailleurs pu constater des actions très locales et extrêmement concrètes, comme par exemple la signature de partenariats avec des associations ou des ONG, la mise en place d'un système d'inventaire et de suivi des espèces, ou encore l'aménagement des sites de sorte à favoriser la biodiversité locale, à travers notamment la mise en place de corridors écologiques. Pour conclure sur le sujet de la biodiversité, nous dirions donc que si la prise de conscience et sa déclinaison opérationnelle sont encore naissantes, il semblerait qu'une réelle dynamique soit lancée, et que nous devrions en percevoir les effets dans les prochaines années. Vous ayant présenté les résultats généraux puis ciblés de notre panel, nous sommes heureux à présent de passer à la dernière partie de cet événement digital, la remise des prix. Car dans un contexte si particulier, il nous apparaît d'autant plus important de mettre à l'honneur les PME, ETI qui placent la RSE au cœur de leur stratégie et de leurs pratiques. C'est d'ailleurs bien l'objectif de l'indice Gaïa, tout d'abord de par sa construction, puisqu'il n'est constitué que d'entreprises respectant certains critères de taille, les PME et ETI. Mais également parce qu'il ne sélectionne, parmi ces PME et ETI françaises, que les 70 qui obtiennent les meilleurs scores ESG. Un autre objectif de cet indice, c'est d'étudier le lien entre performance financière et extra-financière, puisque nous avons toujours été convaincus que les entreprises les mieux disantes d'un point de vue ESG créent plus de valeur sur le long terme. Depuis plus de 10 ans maintenant, nous suivons donc le comportement financier de l'indice. Et ce que nous observons de façon empirique, c'est que cet indice, il a très largement surperformé son indice de référence, le CAC Mid & Small, de même que le CAC 40. C'est vrai, sur l'année 2020, ce constat est un petit peu plus mitigé. Les événements inédits et la crise du coronavirus ont fortement impacté les PME, et notamment celles présentes dans le secteur de l'industrie, dont notre indice est majoritairement composé. On constate néanmoins un certain rebond favorable à partir du mois de novembre qui, espérons-le, se prolongera dans les prochains mois. Chaque année, nous mettons donc à jour la composition de l'indice, c'est-à-dire les 70 meilleures entreprises de notre panel suite à la campagne de Gaïa Research. Cette année, nous avons donc le plaisir d'accueillir 14 nouvelles entreprises au sein de l'indice qui est donc relativement stable. Parmi ces nouvelles entreprises, nous en accueillons certaines qui satisfont désormais les critères de taille. C'est par exemple le cas de la Société de la Tour Eiffel, une foncière spécialisée dans l'immobilier d'entreprise. C'est également le cas de Fermentalgue, qui offre des solutions d'actifs issus des microalgues à destination de divers secteurs comme l'environnement, la nutrition ou la santé. Et nous accueillons également au sein de l'indice des nouvelles entreprises qui, de leur côté, enregistrent une très belle progression de leur performance. À ce titre, on peut par exemple saluer Swatech, une ETI qui intervient dans la production de matériaux semi-conducteurs, ou encore Eutelsat, un opérateur de satellites. Nous sommes à présent heureux de vous présenter les primés de l'indice. Comme chaque année, nous les classons par catégorie de chiffre d'affaires. Nous allons donc récompenser tout d'abord les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 150 millions d'euros. Celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 150 et 500 millions d'euros ensuite, puis les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions d'euros. Et enfin, pour la première fois cette année, nous avons créé une catégorie récompensant les meilleures entreprises européennes. Donc dans la catégorie des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 150 millions d'euros, le podium est cette année totalement renouvelé. Il se compose de la Société de la Tour Eiffel, en 3e position, de Fermentalgue, et enfin Daisy Group à la première place de ce podium. Nous tenions à saluer très particulièrement l'entrée en force de la Société de la Tour Eiffel et de Fermentalgue, deux sociétés qui rentrent donc sur le podium pour leur première année d'évaluation.
Easy Group, société experte du prototypage virtuel en tête de sa catégorie, enregistre de son côté une très belle progression de sa performance, et ce, sur chacun des thèmes E, S et G. Félicitations à ces 3 premiers lauréats. La deuxième catégorie est elle restée stable, puisque nous récompensons les mêmes sociétés que l'an dernier pour cette catégorie, qui font preuve d'une grande maturité ESG et qui chaque année structurent davantage leur politique RSE. La troisième place du podium des sociétés de chiffre d'affaires compris entre 150 et 500 millions d'euros revient à Tessie cette année encore. La société accompagne d'autres entreprises dans la numérisation du tout ou partie de leurs activités. Cette année, la deuxième place revient à Wayston, cabinet de conseil français spécialisé dans la transformation des entreprises et des organisations. Enfin, Mercialys, foncière française présente dans les centres commerciaux et les commerces de centre-ville, prend cette année la première place. Cela grâce notamment à la structuration de ses relations avec ses parties prenantes externes, notamment ses fournisseurs ou encore ses clients. Bravo à ces entreprises pour leur maintien mérité dans le top 3 de leur catégorie. Passons maintenant à la catégorie suivante où nous accueillons cette année de nouveaux entrants sur le podium. En troisième place, nous récompensons un nouvel entrant, une société immobilière française, Nexity. Covivio, opérateur immobilier français, il occupe la deuxième place. Le groupe TF1 occupe quant à lui la première place de notre classement. C'est un nouvel entrant sur le podium, grâce notamment à la structuration de sa politique environnementale. Nous les félicitons tous très chaleureusement. Enfin, outre notre palmarès français, et je vous en parlais tout à l'heure, nous avons souhaité cette année mettre à l'honneur les PME et ETI européennes, qui elles aussi inscrivent la RSE au cœur de leur métier. Sur la base des données de la campagne précédente, les primés européens sont donc Acciona, une société espagnole qui œuvre dans le secteur du BTP et de l'immobilier et qui se place en 3e position. Iren, une société italienne productrice d'électricité qui se place donc en 2e position. Et enfin, c'est la société finlandaise Outotec qui arrive en tête. Spécialiste des équipements industriels, notamment à destination du secteur de la construction, Outotec, qui d'ailleurs est désormais le groupe Metso Outotec, fait état d'une maturité ESG particulièrement avancée et notamment sur le thème environnement. Bravo à L3 de figurer dans notre premier classement européen. Pour conclure cette remise des prix, nous vous avons remis ici l'ensemble des primés de cette année. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cet événement malgré son format inédit. Nous tenions à nouveau à féliciter toutes les entreprises qui œuvrent au quotidien pour l'amélioration de leurs pratiques RSE et pour davantage de transparence. Merci également aux entreprises qui nous répondent, à nos partenaires, à nos équipes et bien entendu à nos clients qui nous font confiance et qui rendent tout cela possible. Toute l'équipe Gaïa reste à votre disposition en cas de questions et espère vous retrouver l'année prochaine, aussi nombreux et en présentiel. Merci et à bientôt.